La section de Bourges de la Ligue des droits de l'homme a envoyé au Béret républicain, à date du 28 janvier 2020, une lettre ouverte à l'intention des députés du Cher. À ce jour, la lettre n'étant toujours pas parue dans notre quotidien local, le président Michel Picard nous a donné la possibilité de lire cette lettre sur jaune. Madame et messieurs les députés du Cher, Madame, messieurs, il y a une année, notre section vous avait rencontré. Déjà, nous avions appelé à un renouveau démocratique pour et par plus de justice sociale et fiscale. Nous vous avions rappelé que M. Macron n'avait réuni que 18,19% des électeurs inscrits au premier tour de l'élection présidentielle et que l'RM, un mois plus tard, n'en avait réuni que 15,43% lors de l'élection législative. Nous vous avions fait remarquer que le code électoral et le calendrier électoral seraient à modifier. Cela reste vrai. En effet, le vote ne résume pas la démocratie. Il n'est qu'une autorisation donnée à quelqu'un de gouverner, mais il nous manque encore l'exercice réel de la démocratie, c'est-à-dire le contrôle des gouvernants par les gouvernés, soit la souveraineté populaire pleine et entière. Aussi, sommes-nous étonnés et inquiets en observant un gouvernement qui poursuit dans le mépris et l'ignorance autoritaire de ce que les pays expriment. 1. Plus de 60% des citoyens souhaitent un retrait du projet de loi sur les retraites. 2. Le Conseil d'État note des projections financières lacunaires, un recours excessif aux ordonnances et une disposition qui pourrait frapper l'inconstitutionnalité, la promesse de revalorisation du salaire des enseignants. Tout cela nous conduit à observer que la sagesse démocratique devrait conduire à retirer ce projet de loi, à tout stopper pour tout reprendre en vue de donner au pays, par la négociation et non un pseudo-dialogue social, une réforme du système de retraite solidaire, assurant l'égalité en droit et n'occultant pas la question du partage de la richesse. Nous sommes à votre disposition pour en débattre avec vous. Nous ne manquons pas d'observer vos votes le moment venu. Soyez assurés, Madame et Messieurs les députés, de toute notre considération. Pour la section de Bourges et du Cher, son président, Michel Picard. Bonjour, vous êtes sur Jaune. Ce direct était un peu particulier puisqu'en fait il est préenregistré pour les raisons qui avaient été évoquées la semaine dernière, à savoir que l'équipe tout entière sera en train d'écouter Bernard Friot à l'heure où le direct doit avoir lieu. Par conséquent, nous allons vous faire écouter dans un premier temps quelques enregistrements qui ont été retrouvés dans nos rushs, dont un date de septembre 2019, la deuxième marche sur le climat. Un gilet jaune constituant tient un discours extrêmement visionnaire sur ce que le mouvement devient, sur l'ADA et sur les gilets jaunes médiatisés. Et puis, c'est donc de donner la parole, comme toujours, à des personnes qui ne l'ont pas. Et donc aujourd'hui, nous avons devant le micro Christopher, 25 ans. Sébastien, 47 ans. Qui vont nous parler un peu de leur historique au sein du mouvement et comment ils continuent de s'engager et ils ne lâchent rien. Emmanuel Macron, on traite le con, on vient te chercher chez toi. Elle est journaliste à reporter et je lui dis la chose suivante. Moi, je veux bien qu'on fasse la jonction avec les écolos. La question, c'est sur quelle base on l'a fait. Est-ce qu'on l'a fait sur un discours gnangnan qui fait que le pouvoir, le gouvernement, accepte que des collèges ferment pour que les jeunes gens aillent en manifestation le vendredi? Ou est-ce que on prend les choses en amont? Et les choses en amont, c'est la question de la démocratie. Qui dirige dans ce pays? Et nous, en France, on a une particularité, c'est qu'on a un principe républicain fondé sur 3 éléments, liberté, égalité, fraternité. Et que ça n'est plus appliqué et que tout le monde le sait. Et que ça nous rend schizophrènes, ça nous rend fous. C'est pour ça qu'il y a une crispation dans la société, parce qu'on est les seuls en Europe à vouloir
à avoir cette orientation pour la liberté, la démocratie et l'égalité, qu'il n'y a pas dans les autres pays. Et donc, comme la population voit bien qu'on ne réalise pas ce principe, qu'on sait que maintenant c'est une affaire largement discréditée, eh bien, tout le monde est mal dans sa peau, parce qu'on fonctionne sur un mensonge. Ouais. Voilà. Et donc, la question, c'est, est-ce qu'on fait que ça ne devienne plus un mensonge ? Et à ce moment-là, notre problème, c'est pas l'Europe, c'est pas d'avoir un discours général sur l'Europe, mais c'est d'avoir un discours sur la France. Et de renouer avec nos fondamentaux français, recouvrer la souveraineté du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Pas la démocratie européenne qui n'a jamais existé, la démocratie française. Voilà. Mais quand on va à l'étranger, par exemple, cet été au Portugal, j'ai vu des boutiques en plein Lisbonne avec des gilets jaunes, avec marqué on est avec vous. Je rentre dans la boutique, dans une des boutiques pour voir, il y avait une femme, elle était en train d'écouter l'acte, je sais pas combien, à la radio en français. C'est très difficile. Moi, j'ai un groupe, je suis dans un groupe de gilets jaunes, je suis dans un groupe local. On est beaucoup moins nombreux, tu vois. Beaucoup moins nombreux. Beaucoup moins nombreux. C'est pour ça qu'on a fait cette radio pour essayer de remotiver. Tu vois, hier, on a proposé à tous les partis politiques, les syndicats, les associations de notre commune, une réunion pour qu'on discute sur ADP. Tu vois, pour qu'on essaye de faire une campagne commune. Il n'y avait personne. Personne n'est venu. Ça veut dire que les partis politiques, il n'y a plus personne dans les partis. Dans les syndicats, il n'y a presque plus grand monde. Donc en fait, ce qui se produit, c'est pas qu'ils n'aient pas voulu venir, c'est qu'ils n'ont plus personne. Tu vois ? Et ils se la racontent. Ils se la racontent au Parlement, ils se la racontent dans les médias, ils se la racontent tout le temps. Or, on a perdu de notre substance vitale pour pouvoir, résister. C'est ça le problème. Alors donc quand la population est individualisée, ça c'est la situation. Donc c'est pour ça que les gens ne le mettent pas, regarde, autrement t'aimes pas. Ils ne le mettent pas. Mais si on était nombreux, on le remettrait. C'est le symbole emblématique d'une vraie résistance. C'est pour ça que la radio, on l'appelait jaune. Pour te soutenir de loin, la population le fait. La population, regarde, je suis passé tout à l'heure là, dans un endroit où il n'y avait aucun gilet jaune, mais ils avaient vu qu'il y avait du monde. Moi, j'ai fait tout un discours, et les mecs ont applaudi. Mais ils sont pas venus, ils viennent pas en manif. Voilà. Tu comprends ? C'est ça. Tu comprends ? Donc, pour nous soutenir, moi j'ai fait des ronds-points, dans d'autres coins on a fait des ronds-points. Les gens s'arrêtent pour nous donner de l'argent. Mais ils viennent pas. Ouais, c'est ça. Tu comprends ? Ils s'arrêtent, ils donnent de l'argent, ils donnent à voilà, bouffer. tu comprends ? Donc, t'es dans un groupe gilet jaune à Paris. Dans le 94, Val-de-Marne, à Charenton-le-Pont. Comment tu es rentré dans le mouvement Gilets jaunes ? Est-ce que tu es là depuis le début ou tu as pris le train en marche ? Non, je suis rentré depuis le début, ça va faire bientôt 2 ans. Par connaissance, qui me parlait des Gilets jaunes, ce qui se passait exactement, je suis rentré et voilà, donc après j'ai continué, je continue toujours. Et c'était à quel endroit tu as pris le contact ? Sur Orval, directement. Et sur Orval, tu as donc tenu un rond-point avec d'autres gilets jaunes ? Tout à fait. On était à plusieurs et petit à petit, ça venait de plus en plus. Bon, il y a des gens qui passaient, qui klaxonnaient, qui venaient même 5 minutes, qui repartaient, mais bon, il n'y avait pas encore assez de monde, mais ça venait petit à petit. Voilà. Et vous êtes monté à combien de gilets jaunes sur ce rond-point ? Oh, on est monté exactement, je pourrais pas trop dire, mais on était bien une centaine déjà. Voilà. Et actuellement ? Ça a baissé un peu parce que j'ai l'impression que les gens n'y croient plus. Mais il y en a encore qui se battent, mais j'ai l'impression. Je voyais au début de Châteauneuf, moi qui est de Châteauneuf, la première journée, il y en a pas mal qui sont venus et puis après ils ont abandonné. On a l'impression que c'était plus une journée de rigolade, voilà. Et toi, Christopher, comment tu as démarré dans le mouvement des Gilets jaunes ? Alors moi j'ai démarré déjà depuis le début, donc dans les ronds-points à Bourges, notamment au niveau de l'échangeur, donc l'autoroute, où on était à peu près une centaine à bloquer le rond-point au niveau des plateformes et de l'autoroute. Une majorité de tout âge, je dirais, tout âge.
Il y avait une bonne entente sur ce rond-point échangeur? Oui, assez, ouais. C'était ouais, une super bonne entente, bon enfant, même au niveau des gendarmes. Ils étaient assez cool et ouais, assez cool. On peut dire en fait qu'à cette époque-là, c'était la bonne époque. Exact, exact. Bah, c'était les débuts, quoi, hein. Ils étaient pas trop sur les nerfs et puis ils pensaient surtout que c'était un mouvement qui allait pas durer, je pense. Et sur Bourges, donc, le rond-point d'échangeur avait des contacts avec les autres ronds-points parce qu'il y avait plusieurs ronds-points sur Bourges. Oui, exact, oui. Oui, il y avait une bonne entente bah, jusqu'à un certain temps, mais après, je pense que c'est peut-être l'épuisement de certaines personnes. Mais dans l'ensemble, oui, il y avait une bonne entente quand même, assez régulière. Entre tous les groupes. Oui, assez, oui. Enfin, du moins le temps que moi je les ai fait, parce qu'après je partais souvent sur Paris, donc je savais plus trop comment ça se passait, parce qu'il faut dire que j'allais quasiment tous les week-ends après sur Paris. Mais oui, à l'époque où moi j'y étais, en tout cas, il y avait une bonne entente. Ouais. Et toi, Sébastien, est-ce que tu as senti des dissonances entre, par exemple, le rond-point d'Orval et le rond-point proprement appelé le rond-point Lidl de Saint-Amand? Oui, il y avait pendant un moment, au début ça se passait bien, après il y a eu des clans et voilà, mais il y en avait, je sais que certains qui venaient sur Bourges et puis on faisait vice versa, voilà. D'accord. Et toi, est-ce que tu es monté à Paris? J'y suis monté une fois, on était gazés, on était place de l'Étoile, on chantait la Marseillaise et puis on était tout de suite gazés. Et là j'ai eu la trouille quand même. J'ai eu la trouille. C'était à peu près à quelle époque? Oh, c'était tout au début. En décembre alors? Voilà, tout à fait. Okay. Ouais, t'as eu peur et c'est quoi qui t'a fait peur principalement? Bah, je voyais des pauvres gens qui étaient comme nous, tout ça, qui se faisaient tabasser et tout, et que d'autres gens n'allaient pas les aider, et ça m'a fait peur. Et donc toi, t'as décidé, Christopher, de monter à Paris. Tu as décidé ça pour quelle raison? Ben parce que c'est là-bas qu'il faut aller chercher et mettre la pression, je pense. Parce que c'est quand même là-bas où est l'État, l'Élysée, nos ministres, l'Assemblée nationale, le Sénat aussi. Donc je pense que c'est là-bas qu'il faut vraiment... quand faut y aller, quoi. Si on veut les faire tomber, je pense que le mieux à faire, c'est tout le monde dans la rue à Paris, quoi. Et vous progressivement, vous vous êtes retrouvés de plus en plus nombreux à Paris pour les faire tomber? Ah oui. Moi, je me rappelle, je crois que c'était le 3e acte où on a réussi à prendre les Champs-Élysées. On était à 2 doigts de se rapprocher de l'Élysée. Bon, bah après, c'est toujours pareil, hein, ça a été de la répression sur répression. Le mutilage du peuple, hein, parce que c'est clairement ce que le gouvernement fait, hein, il mutile le peuple. Moi personnellement, c'était gazage sur gazage, matraquage sur matraquage, mais voilà, je vais aller jusqu'au bout. Je continuerai d'ailleurs, et même à l'heure d'aujourd'hui, je continuerai à monter sur Paris. Ouais, ce que je pense qu'il faudrait carrément bloquer l'Élysée, que tout le peuple se mette ensemble et déjà que tout le monde arrête de bosser et aller à l'Élysée. Mais on constate avec tristesse que pour le moment, ça n'a pas l'air de fonctionner. Samedi dernier, il y avait 500 gilets jaunes retrouvés à encercler. Eux-mêmes ont encerclé à leur tour le cordon de CRS qui naissait des gilets jaunes. Ça tenait un peu du folklore. Comment faire je pense que soit le peuple a peur, soit, je sais pas, à une époque, les routiers voulaient se mettre avec nous. Et il y avait le ministre des Transports à l'époque qui a dit que s'ils se mettaient, genre s'ils bloquaient, ils enlevaient les permis. Je pense que là, il y a eu pas mal de gens qui ont eu peur. Et voilà, mais je pense qu'il faudrait que le peuple se tienne par la main et se bloque tout. Parce que le gouvernement, ce qu'il fait, c'est des menaces. Parce que dès qu'on veut faire quelque chose, on dit si tu continues,
Moi, je sais que sur Internet, j'ai failli bloquer 2-3 fois. J'ai eu des menaces de blocage parce que je disais la vérité, mais que ça plaisait pas. Et ça, je me dis, on n'est plus en France. Quand tu dis des menaces de blocage, ça veut dire que ta page Facebook a été verrouillée? Il voulait la bloquer. J'ai eu des messages que si je continuais mes conneries, il bloquait tout. Ils avaient le pouvoir de tout me bloquer. Donc, voilà. Et ces messages venaient de des organismes Internet, je sais pas qui ou directement de Facebook. Directement de Facebook, voilà. Zuckerberg était allé rencontrer Macron. Donc après la rencontre, les comptes ont commencé à être bloqués. Et toi, Christopher, tu as eu des problèmes avec tes comptes? Oui, j'ai été bloqué aussi, moi. Alors moi, j'ai pas reçu de message, hein. J'étais bloqué immédiatement parce que je faisais des lives en direct, hein. Autrement dit, je montrais ce que les médias ne montraient pas, hein. Donc du coup, oui, j'ai été bloqué. Et j'ai un ami aussi qui a été bloqué le même jour, en même temps, parce que lui aussi faisait des lives pour ses amis aussi qu'il avait rejoint. Oui, après, on est clairement dans une répression, hein, de toute manière, hein, parce que bloquer un compte, c'est la preuve qu'on est pisté, comme on dit. Donc, je pense que ça aussi, des fois, les gens ne le croient pas ou ne le pensent pas, qu'on peut être bien surveillé. Mais je confirme qu'on peut être surveillé. Ça c'est sûr. Dans les manifs, comment vous vous organisez quand vous montez à Paris? Vous prenez quand même vos mobiles, vos téléphones? Vous savez que vous êtes tracé avec ça? Ah bah moi je l'emmène plus. Enfin du moins je l'éteins quand je suis là-bas. Bon Sébastien, comment vois-tu l'avenir de ces manifestations? Est-ce que tu aurais pas une autre idée? Je suis pour reprendre les ronds-points, mais moi ce que j'ai peur à l'avenir, c'est que ça finisse en révolution, quelque chose, qu'il y ait des morts, du sang, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais je suis prêt à reprendre les ronds-points, tout à fait, oui. L'objet pour beaucoup, c'est la révolution quand même, Christopher. Ah oui, tout à fait. Parce que là, on est clairement face à un gouvernement qui ne lâchera pas, ils le disent clairement eux-mêmes d'ailleurs, hein, ils iront jusqu'au bout, donc oui, clairement, va falloir à un moment ou à un autre aller vers une révolution, ce qui veut dire ne rien lâcher. Malheureusement, il y en a et il y en a eu et il y en aura encore, hein, des blessés et des morts, ça, faut pas se voiler la face là-dessus, mais bon, à partir du moment où on va en manifestation, de toute manière, on sait entre guillemets à quoi s'attendre. C'est à nous de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout pour vaincre le macronisme, comme je dis. Le passage dans les manifestations de type syndical, encadré d'un point A à un point B, dans des rues désertées, parce que vidées par les forces de l'ordre d'une grande partie des passants et la quasi-totalité des véhicules, vous allez encore faire ça combien de temps ? Tout le temps qu'il faudra, je pense, jusqu'à temps qu'on gagnera, hein, parce qu'on va pas céder, comme le gouvernement veut pas céder, on cédera pas. Et Christopher, toi, tu penses que ça a un avenir, ce genre de manifestation ? Non, je pense qu'il faut aller clairement dans la désobéissance civile, qui était le thème de la semaine dernière. Parce que il n'y a que comme ça qu'on avancera, parce que pour eux, si on suit leurs directives, c'est comme suivre clairement le gouvernement, hein. Vous allez là, vous passez par là, c'est clairement stratégique, hein, tout ça. Donc je pense que non, faut changer de mode d'emploi. Après, faut arriver à expliquer et à comprendre les risques. Mais je pense qu'il y a possibilité que les gens, de toute façon, maintenant, ils commencent à comprendre et à se réveiller sur certains points. Tout à l'heure, à la fin de la manifestation, vous avez vu des personnes qui parlaient entre elles d'un front citoyen uni, sans étiquette, c'est-à-dire sans qu'une action partisane prenne en main le front citoyen, ni un profil de fonctionnement syndical, ni un groupe d'associations civiles. Un véritable front unifié, départemental. Donc c'était un peu ce qu'on entendait à la fin de la manif. Est-ce que vous pensez que c'est une solution de faire en fait un front citoyen ? C'est une bonne question. Je pense que oui. Ah oui, complètement. Hein. Parce que bon, je vais pas revenir dessus, mais on dit toujours
les Black Blocs, les Gilets jaunes radicalisés. Donc oui, effectivement, il est important de faire un front citoyen. Oui. Ah oui. On a parlé des Gilets jaunes radicalisés, bien après les banlieues radicalisées. Et il y a peu de temps, on a entendu parler des syndiqués radicalisés. Hein, c'est un mot qui sert, un mot fourre-tout qu'on colle sur des gens quand ils commencent à s'énerver parce qu'on les écoute pas finalement. C'est exactement ça, oui. Et du coup, c'est pour ça que je pense que oui, c'est important de former un front citoyen, oui, pour que l'État comprenne bien que ça n'a rien à voir avec les syndicats, que ça n'a rien à voir avec X ou Y. C'est vraiment les citoyens qui ont envie que les choses changent, clairement. Alors, dans la parole qui a été donnée à un gilet jaune lambda dans la manifestation du 21 septembre, je crois, 2019, sur la deuxième marche pour le climat, il témoigne d'une tentative de son groupe constituant Gilets jaunes dans le 94 de regrouper d'autres associations civiles, des syndicats et même des partis politiques pour amplifier la lutte. Et en fait, il avoue que ça a été un échec. Est-ce que tu as une idée de la manière dont on peut arriver à mettre toutes ces associations, tous ces partis, tous ces syndicats autour d'une même table pour apposer leur logo sur un tract commun? Est-ce que tu as une idée, Sébastien? Non, pas trop, mais je veux dire... Comment tu t'y prendrais? Comment dire... Parce qu'autour d'une table, machin, pour trouver des solutions, oui. Moi, pour répondre à la question, j'organiserai une grande assemblée générale en disant que j'invite les partis politiques et les syndicats à venir y participer, à essayer de donner leurs idées, échanger et voir par la suite qu'est-ce qui est possible de faire éventuellement. Après cette petite virgule musicale durant laquelle vous avez pu sélectionner parmi les 59 premières revendications sorties du vrai débat. Vous savez, ce débat initié par des Gilets jaunes qui a permis de trier les 100 revendications les plus représentatives des revendications Gilets jaunes. Et parmi ces 100, il y en a 59 qui ont été choisis. Et parmi ces 59 que vous aviez sur la table du studio, vous en avez choisi 4. Donc je lis, la première étant la 4e du lot. C'est prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation d'une élection s'il est majoritaire. Vous pouvez expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire ? En gros, c'est qu'au niveau des urnes, le vote blanc soit ou nul, du coup, soit compté dans le suffrage, parce qu'à l'heure actuelle, ça n'est toujours pas le cas. Et donc, invalider, si ce n'est pas le cas, l'élection qui est faite en majorité. En gros, si on prend tous les votes blancs et tous les votes nuls, et que ces votes sont majoritaires, par rapport aux candidats qui se présentaient, on annule l'élection. J'ai bien compris. C'est ça. Ok. Alors, la deuxième revendication que vous avez considérée comme prioritaire, c'est la numéro 12. Aider financièrement les agriculteurs souhaitant passer en production biologique et TVA réduite sur les produits qui en sont issus. Vous avez des soucis avec les produits chimiques au niveau de l'agriculture? Vous aimez pas ça? Déjà, la terre est polluée. Et moi, je fais un clin d'œil aux petits agriculteurs qui n'y arrivent pas, qui se suicident, parce que c'est que les gros qui font du fric. Je parle d'un agriculteur. Les gros agriculteurs qui font du fric, parce que les petits, ils n'y arrivent pas, la plupart se suicident. Alors quand j'entends à la radio que un sur, je sais plus combien, un petit agriculteur qui se suicide, mais je dis non, c'est tous les jours qu'il y a un agriculteur qui se suicide. Mais en fait, ils se suicident parce qu'ils sont en contact avec les produits chimiques, ou parce que finalement ils seront pris à la gorge par les banques qui leur font des crédits pour acheter les produits chimiques? Je pense que c'est plutôt par rapport à la deuxième proposition que les banques les tiennent au cou, entre guillemets, pour utiliser les produits chimiques.
Et ça, c'est 100% vrai. De toute façon, on peut très bien produire du naturel, hein. Il n'y a pas forcément besoin de produits chimiques, de pesticides ou je ne sais quoi. Mais c'est quand même des substances assez dangereuses, hein. Donc oui, au niveau de l'agriculture, je pense que ça ne devrait pas exister et que justement l'État devrait trouver d'autres solutions pour aider ces fameux agriculteurs à produire sans produits chimiques, quoi. Et en fait, les gros agriculteurs, ils sont jamais sur les tracteurs, eux, ils sont jamais en contact avec les produits chimiques. Ah bah non, les agriculteurs, genre les gros agriculteurs, ils ont des tracteurs qui sont guidés par ordinateur, par tout ça. Mais comme il disait mon collègue, il a raison, il faudrait enlever tous ces produits. Et je sais plus, je crois que c'est de 72 ou 75, et déjà à l'époque, le gouvernement avait dit d'enlever un produit chimique qui était très, très nocif pour l'homme. Et bah, ça a juste changé de nom, c'est tout, hein. Le produit est toujours là, hein. Pardon ? C'est un petit clin d'œil pour un petit agriculteur qui vient avec nous sur Saint-Amand, qui est maintenant SDF, parce que ils y ont tout pris, comme dit mon collègue, les banques, ils y ont tout pris. Il vit dans une caravane qui prend l'eau, il n'a pas de chauffage, il n'a pas d'eau courante, et les associations ne font rien pour lui. Et c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil, parce que il fait un petit bout de jardin, il vend ses patates, quelques légumes pour pouvoir avoir 1 ou 2 ou 5 euros pour survivre. Donc voilà, ce petit clin d'œil pour ce homme-là, qui se bat toujours, qui vient au gilet jaune, qui vient au rond-point, qui se bat. Et... Tu peux essayer de le contacter ? Oui. Hein ? Ok. De toute façon, je pense le voir demain, donc je pourrais y en parler. Ok, très bien. Ce serait bien qu'il puisse venir expliquer ce qui lui est arrivé. Parce qu'en fait, c'est très abstrait quand on dit à un agriculteur qui se suicide tous les jours et parce qu'il est dans la misère. Mais en fait, bon, on est là, on a notre vie, les jours passent. La plupart des gens se scotchent la tête devant la télévision dès qu'ils rentrent du boulot. Donc, de temps en temps, vient à leur oreille une phrase, une bribe, un agriculteur s'est suicidé, une banque. Bon, mais un témoignage de quelqu'un qui n'a jamais la parole comme ça. Hein, ça permettrait vraiment aux gens de se rendre compte de l'insupportabilité de leur vie à ces agriculteurs. Alors maintenant, on passe à la 3e revendication parmi les 59 premières. Je vois interdiction du LBD 40 et des grenades Glyph F4 pour le maintien de l'ordre. Réaffirmer l'obligation pour les agents de police de rendre visible leur matricule. En fait, c'est toi qui as choisi celui-là. Bon, alors explique. Alors, du coup, donc pour ceux qui savent pas déjà qu'est-ce qu'est le LBD 40, c'est donc le flashball, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flashball, c'est une arme de guerre. Exact, clairement, c'est ça, hein. Avec logiquement interdiction de tirer à moins de 10 mètres, hein, ce qui est déjà une grande proportion. Donc sur ça, j'ai eu certaines informations dont je ne dirai pas les sources. Certains des forces de l'ordre utilisent ce LBD, mais qu'ils n'ont pas la formation pour. Pour moi, une personne qui se sert de ça devrait avoir une formation pour en amont. Aussi, il faut pas oublier que c'est ce qui a mutilé beaucoup de personnes, hein. Allez voir sur internet même certains témoignages, hein, n'hésitez pas. Donc du coup, pour moi, ça devrait être interdit, hein, clairement, parce que c'est une arme, c'est une arme de guerre qui peut faire énormément de dégâts, hein. On peut avoir des côtes cassées, perdre un œil, avoir des dégâts intérieurs, on peut être aveugle à vie. Pour ce qu'est la grenade, donc j'ai LIF4. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France est le seul pays européen qui l'utilise encore, hein. Donc elle contient quand même 10% de TNT à l'intérieur, ce qui est énorme. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que la TNT, mais j'en doute, c'est de l'explosif, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, hein. Il y a des déflagrations qui sont faites qui fait que on peut avoir des bouts de métal qui volent, donc qui rentrent sur les personnes. Donc ça, j'insiste là-dessus parce que c'est super important. Il faut que vous sachiez que c'est un des seuls pays. Tous les autres pays ont interdit donc cette grenade qui est qui contient de la TNT qui est très dangereuse. Donc j'insiste bien là-dessus. Donc je pense que effectivement
Ils devraient l'interdire. Après, pour ce qui est du matricule, ça aussi j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on peut voir en manifestation certaines forces de l'ordre cacher donc ce qui s'appelle le RIO. Donc leur numéro de matricule, ce qui permet de savoir de quelle brigade ils sont et savoir quel agent c'est. Il n'y a qu'à juste regarder les enquêtes, hein. On n'arrive jamais à remonter avec les forces de l'ordre lors de manifestations. N'hésitez vraiment pas à leur demander leur matricule quand c'est le cas. Voilà, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est super important. Donc en fait, on vit dans un pays où pour exploser physiquement les gens, on a les grenades Glyph F4 avec du TNT, et pour exploser la tête des gens, on a la TNT. C'est ça. Avec les émissions mainstream. Tout à fait. C'est ça. Dernier point que vous avez sélectionné, parmi les 59, tiré du 59 revendications du vrai débat. Sébastien, tu veux rajouter quelque chose sur les LBD 40? Pour moi, je pense que quand il y avait des manifestations avec les LBD, j'ai toujours dit qu'il fallait des lance-flammes pour leur... je pense qu'avec des lance-flammes, genre avec le peuple, il aurait eu des lance-flammes, je pense qu'ils se seraient barrés. Le CRS se serait barré parce que même quand ils envoyaient des jets d'eau, pression de jet d'eau, je ne sais plus combien de bars... il aurait fallu des lance-flammes, j'ai toujours dit ça. Et tu vas les trouver où, les lance-flammes? Je pense que ça se fabrique, il y en a toujours un qui arrive on arrive toujours à se débrouiller, tout se fabrique. Pourquoi que eux ils ont le droit de tirer sur le peuple, que nous on a le droit, nous on n'a pas le droit d'avoir même pas une arme, même pas un bout de bois. Un bout de bois pour eux c'est une arme. Alors quand moi je vois la première fois, on était fouillés comme des malpropres, même. On n'avait pas le masque, on n'avait pas le machin, mais eux nous ont gazés. Alors je me dis pourquoi que le peuple n'aurait pas une arme, quelque chose pour leur envoyer, comme même une raquette. Quand ils envoyaient des grenades, tac. Mais j'ai vu des gens munis de raquettes renvoyer les grenades. Mais oui. J'ai déjà vu aussi, oui, tout à fait. Même failli prendre un coup de raquette une fois. Bah oui, il nous manque un général Lafayette, parce que il faut bien le dire que la prise de la Bastille, s'il n'y avait pas eu le général Lafayette qui a permis l'ouverture des gros cadenas et des portes, des réserves de munitions de l'armée royale, qui est donc arrivé entre les mains des gueux. C'était pas des gilets jaunes à l'époque, mais comme nous, on est descendants des gueux. Eux, ils étaient pas jaunes, mais ils étaient gueux aussi. Eh bien, si le général de Lafayette avait pas fait ouvrir ses portes pour que le peuple s'arme, je pense pas que la révolution aurait pris le même tournant. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. En tout cas, ça a été décisif au moment de la Révolution française en 1789. La Révolution française reviendra à un moment ou un autre. On est dedans. De toute façon, on est dedans, parce qu'après 16 mois, rien que la durée du combat est une signature d'une révolution. Et elle ne se passe pas comme la précédente, mais c'est une révolution. Tout à fait, oui. Et puis, est-ce qu'il y a possibilité aussi d'encercler les CRS Je pense. Oui. Oui, c'est possible. Alors, dernier point, le point 19, vous avez choisi. Donc, Sébastien, tiens, vas-y. Pourquoi vous avez choisi ce point? Baisser la TVA sur les produits première nécessité. Oui, parce que rien que des couches, parce que tout augmente, et les gens ont moins de sous, donc ils peuvent plus... Même rien que des couches, ou même, je vois dans des magasins, les gens, ils font les fins de date pour pouvoir manger, des fins de date. Ils sont obligés de presque faire les poubelles pour bouffer. C'est honteux, c'est honteux. Et la deuxième partie de ce point 19? Mais surtout contrôler les marges des hypermarchés. Alors là, je saurais pas trop quoi dire, parce que j'avoue que... Parce que on le sait tous que de toute manière, c'est pas nous qui sommes gagnants. Pour les pauvres gens, ils en ont rien à foutre, ces gens-là. Ils en ont rien à foutre, ils font du fric, Et... Eux, ce qu'ils regardent, c'est le chiffre d'affaires, c'est faire du fric. Voilà. Il y a une chose qui m'a surpris, c'est que vous n'avez pas sélectionné le riz. J'ai été surpris. Alors, je vais vous faire écouter un petit extrait, je crois que ça va être là. Elle est journaliste à reporter. Voilà. Je clique, objectif aussi. Et donc on a créé à 8 ou 9 personnes ce groupe
qui a pour objectif d'abord de savoir, de connaître tous les types de RIC qui existent sur la planète, d'avoir des avis d'experts, de politiques, de praticiens, et ensuite d'essayer de synthétiser tout ça et d'en tirer un RIC qui soit acceptable, pratique, objectif. Norvégien, suisse, roumain, croate, mais aussi africain, parce qu'il y en a aussi en Afrique. Donc il y en a au Kenya, il y en a il y en a un au Mali actuellement qui est une véritable merde, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a nous en France comme type de référendum et comme type de situation. Donc pas de légitimité, pas d'information. Pas de communication sur le RIC, donc effectivement on sent que c'est assez mal parti. Il y en a aussi donc au Burkina Faso, il y en a en Guinée. En Guinée actuellement il y en a un qui est en train de se dessiner, qui est intéressant, mais les RIC les plus intéressants c'est Kenya, c'est plutôt l'Est de l'Afrique, voilà, qui ont repris d'ailleurs les modèles roumains sur le fait que si vous avez des institutionnels qui piquent dans la caisse, eh bien ils vont en prison et ils ne sortent pas de prison, ils restent en prison. Voilà. Bravo le Kenya. Et bravo la Roumanie. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire un peu dure, roumaine? Pour moi, c'est une bonne chose. Hein. C'est très très bien. Je pense qu'on devrait en faire autant ici. Tout à fait, parce que quand on entend qu'ils piquent dans les caisses, et oui, ces mecs-là, il faut les mettre carrément en prison à vie, parce qu'ils s'enrichissent sur le peuple. Hein. Bien, pardon. On pourrait conclure sur le fait que le collectif Kaba, qui est à l'origine de cette chaîne média, a écrit avec ses adhérents une constitution communale. Et cette constitution communale va être mise entre les mains des candidats. Donc, bien sûr, les candidats de Bourges, mais Sébastien, toi, tu es de Châteauneuf, oui. tu as des antennes sur Orval. Oui. Est-ce que tu pourrais transmettre ou donner les contacts des candidats de Châteauneuf et des candidats de Saint-Amand, de manière à leur envoyer ou leur faire parvenir cette constitution communale qui est applicable à n'importe quelle commune. Elle peut être mise en œuvre par toute municipalité qui désire donner plus de parole et plus de levier d'action à leurs citoyens. Oui, sur Saint-Amand-Orval peut-être, mais je vois sur Châteauneuf, non, parce que le maire, là, j'espère qu'il va sauter, parce que lui, il est pour Macron, il est contre Gilets jaunes, parce que, comme j'avais dit la dernière fois, là, pour le canal, j'ai eu mon gilet jaune, j'ai eu plein de problèmes, et voilà, donc, peut-être que sur Saint-Amand-Orval, je pense, oui, mais Châteauneuf... Il y a qu'une liste à Châteauneuf ? Non, il y en a deux ou trois, je suis pas trop sûr, mais je crois qu'il y en a déjà deux sûrs, et trois, je sais pas. Il faut au moins donner aux deux autres. Oui, déjà, je peux essayer, mais j'ai l'impression que c'est ira dans les oubliettes ou dans la poubelle. Non, l'objectif, c'est qu'ensuite, des membres de Kaba ou des sympathisants comme toi, une fois que la constitution communale a été envoyée aux candidats, c'est d'aller savoir comment ils veulent l'appliquer dans leur programme, comment ils l'intégreront à leur programme, comment ils donneront plus de capacité d'intervention à leurs citoyens. Comment leurs citoyens pourront apprécier la qualité de leur travail aussi. Oui. Voilà. Et Christopher, tu serais prêt à faire la démarche sur Bourges ? Oh oui, pourquoi pas. Si ça suit derrière, oui, pourquoi pas. Ça pourrait être bien, même très intéressant. Hors antenne, je vais vous donner un exemplaire de la Constitution communale, vous allez pouvoir en prendre connaissance, et puis ensuite dire à Kaba ce que vous en pensez, parce que moi,
ma petite personne, c'est pas grand-chose à l'intérieur de Kaba. Voilà, bon, bah écoutez, on va rendre l'antenne, comme on dit, hein, sauf que là, c'est un peu triché, puisque on est devant un magnétophone et on est en différé. Et puis donc, la semaine prochaine, il est certain que nous serons en direct à nouveau, et que la thématique de l'émission sera autour du fascisme, de la naissance du fascisme. Bonsoir. Voilà, tu comprends. Comment c'est passé à Montceau-les-Mines? Parce que moi, tu vois, j'étais à Saint-Nazaire. On a envoyé 2 délégués, j'y étais, à Saint-Nazaire. Et si tu veux, on était critique avec ce qui s'était passé. Ouais. C'est-à-dire qu'on a trouvé que c'était trop gauchiste. Ouais. Trop gauchiste. Trop libertaire. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on cherche pas, si tu veux, à séparer des gens de la droite avec des gens de la gauche. Nous, on veut un truc large, hyper large. À Montceau-les-Mines, c'était pas comme ça. À Montceau-les-Mines, c'était plus unitaire. Ils essayaient d'être unis en gilets jaunes et de ne pas regarder les couleurs politiques. Par contre, il y avait 2 ou 3 groupes infiltrés à l'intérieur. Il y avait des libertaires qui essayaient de manipuler, de s'immiscer dans les groupes de partis. Mais on les a repérés, ils étaient mal. Hein. On s'en est pas pris après, mais on leur a fait comprendre que... Parce que si tu veux, nous, c'est vraiment notre problème. On est reparti de là. Moi, surtout la copine, j'ai un peu plus de maturité politique qu'elle, mais elle a été défaite. Elle a dit, mais on n'a rien fait de ce qu'il fallait faire. Ouais. On a jacté avec des bonnes intentions, beaucoup de verbes, grève générale, convergence des luttes, etc. C'est des grands mots. Alors qu'il y a des choses élémentaires qui devaient être faites. Nous, on a dit qu'il nous fallait un site internet des Gilets jaunes. Un vrai site contrôlé par les Gilets jaunes, qui permettrait, si tu veux, une socialisation de la discussion, de la réflexion, etc. Qu'est-ce que tu en penses de la ligne jaune? La ligne jaune, si tu veux, la ligne jaune, c'est le truc qui a été mis en place par Boulot et puis, comment elle s'appelle, Priscilla. Si tu veux, eux, ils concurrencent l'ADA. Si tu veux, en fait, moi, je connais très bien ça, parce que moi, j'ai conseillé Priscilla. Et je me suis retiré de ça. Pourquoi? Parce que moi, j'étais avec le principe démocratique de l'ADA, de l'Assemblée des Assemblées. Et je lui ai dit, il faut arrêter de démultiplier les initiatives qui, petit à petit, conduisent à l'insuccès total. Il faut arriver à recréer de la légitimité démocratique. Ça ne peut être fait qu'à partir d'un principe qui est un homme, une voix, et notamment organiser des groupes. Elle n'a pas été ça, tu vois. Voilà, tu vois. Donc, parallèlement à Saint-Nazaire, au moment où nous, dans notre groupe, on était venus avec des propositions très concrètes sur la structuration, on s'est retrouvés avec des gens plan-plan qui expliquaient que la structuration, c'était la bureaucratisation, c'était tout ceci, etc. On leur a dit, écoutez, vu la situation dans laquelle on se trouve, on a absolument besoin de structurer nationalement notre affaire, pour qu'il y ait de la pensée, pour qu'il y ait de la réflexion stratégique et tactique. Et éventuellement pour que même on ait des affiches nationales, etc. Tu comprends? Bon, les mecs se sont opposés. Et franchement, on n'a pas pu, on va laisser tomber, etc. Mais, alors, je te dis, dans le même temps, dès que l'ADA a été fini, la ligne jaune a été lancée. C'est-à-dire qu'ils sont en concurrence souterraine. Moi, je connais bien, je connais vraiment bien l'affaire. On s'en rend compte parce qu'ils sont en concurrence souterraine les uns et les autres. Ils ne voulaient pas que les tests médiatisés y viennent. Oui. Ça s'est un peu nuancé à la fin. Alors, ils ont eu tort en même temps. Parce que, par exemple, moi, j'ai parlé avec Jérôme Rodriguez. Je lui ai dit, Jérôme, pourquoi tu n'étais pas à Saint-Nazaire? Et il m'a dit, Serge, parce que petit à petit, tu vois, je suis dans la lutte depuis le début, donc je connais un peu tout le monde. J'ai dit, pourquoi tu n'étais pas dans l'affaire? Et là, il me dit, mais attends, ils ont refusé. Et alors je lui ai dit, mais même comme observateur, même comme observateur. Mais je lui ai dit, c'est une vraie connerie. Si je l'avais su, je l'aurais fait savoir. On a demandé à voter, et on était tous d'accord que dès l'instant que les têtes médiatiques viennent pour représenter un groupe, ils peuvent venir. Qui sont délégués par... Normalement, ça a été voté à mon... Oui, mais la plupart des mecs médiatiques sont pas dans des groupes. Jérôme Rodriguez n'a pas de groupe. Priscilla n'a pas de groupe, Éric Drouet n'a pas de groupe. En fait, ils n'ont aucun groupe. Ils ont eu à un moment donné, Priscilla elle a eu un groupe tout au début, mais moi j'ai parlé avec les gens de son groupe,
Ils m'ont dit il y a bien longtemps c'est terminé, elle a jamais été partie prenante d'un vrai groupe. Tu vois. Donc le problème n'est pas là. Il y a Boulot et Nicole qui ont été partie prenante de vrais groupes pendant longtemps. Ça je sais pas, par contre Nicole je sais pas, mais Boulot à un moment donné c'est vrai, à Rouen, mais je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, parce qu'on m'a dit beaucoup de choses, on m'a dit qu'il avait été très décrié, etc. Mais bon, je vais pas, j'en sais rien, j'en sais pas plus. Il y a un rond-point qui pouvait pas le faire. Mais si tu veux, les gens comme Drouet, Priscilla, etc., ne sont pas dans des groupes. Ouais. Donc le problème c'est qu'ils sont médiatiques, c'est eux qui sont notamment suivis particulièrement, bon c'est surtout maintenant Nicole. Ouais. Mais ils sont, si tu veux, suivis, mais sans aider la structuration démocratique. Ouais. Tu comprends le truc? On a un vrai problème. Ouais. Et je pense qu'eux, ils sont en partie responsables de la situation dans laquelle maintenant on se trouve. Faut pas se raconter d'histoire. Il va falloir les choper et puis et en parler avec eux. Hein. Mais ils ont un mal fou. Moi, j'ai essayé de parler avec Rodriguez. Il comprend pas, tu vois. Il comprend. Ah bon? Non. On a essayé. Étonné, là. Hein. Non, on a essayé de lui faire comprendre, je t'assure. Les mecs, ils sont tournés autour d'eux-mêmes. C'est dingue. Ils sont victimes du végétariat. Celui qui a été le plus respectueux de ça tout en étant solo, c'est Boulot finalement. Parce que la Ligue jaune, elle sert quand même à plein de gens. Je pense que Boulot est le plus structuré. Moi je pense. Boulot est le plus structuré. Mais c'est un jour une chose et l'autre jour autre chose. Oui, voilà, c'est aussi un opportuniste. Ça, c'est difficile. Il est structuré, mais regarde, je vais te donner un exemple. Avec Poliogno qui est passé là, t'as vu les derniers trucs là-bas. Ouais, c'est pas terrible. Écoute, moi j'étais Boulot. D'abord, bon, moi je suis pour les groupes. Nous, on a créé un groupe, je suis pour les groupes. Voilà. Bon, je pense que c'est ça qui est le plus démocratique et qui permet que les gens continuent à avoir des relations les uns les autres, etc. Bon, donc moi, je suis pour les groupes. Si tu veux, une bonne partie de ces gens-là ont eu les moyens de permettre à ce qu'il y ait des groupes qui se développent à travers la France. Ouais, par exemple, moi, je leur ai envoyé un visuel que nous, on a réalisé. Les gilets jaunes, on lâche rien, on ira jusqu'au bout. Dans lequel il est expliqué comment, avec 2 personnes, tu peux créer un groupe local. Le visuel aurait pu être distribué dans toutes les manifs des gilets jaunes en France pendant les mois de mars, avril, mai, juin. Oh, attention.